Et l'événement a lieu maintenant sur Skyrock PLM puisque nous recevons aujourd'hui le général de l'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Mon général, c'est un grand honneur de vous recevoir sur Skyrock PLM et pour tous, Skyrock pour les militaires et pour tous. Merci, bonjour Aymeric, bonjour aux auditeurs. C'est votre première interview audio en plus. Première interview audio depuis que je suis CMAT. Eh ben merci de nous faire cet honneur, c'est vraiment un grand plaisir. On va vous présenter quand même avec une biographie que j'ai fait pour vous. Vous avez 55 ans, vous êtes déjà à la tête de l'armée de terre depuis 1 an et pour arriver à ce poste à grande responsabilité, vous êtes passé par Saint-Cyr avant de choisir l'armée des troupes de marine, arme qui fête cette année son 400e anniversaire, si je dis pas de bêtises, mais nous y reviendrons, on va en reparler tout à l'heure. Et vous faites après le choix de l'infanterie. D'un point de vue opérationnel, vous avez été engagé sur les opérations majeures de l'armée française, au Tchad, en Somalie, en ex-Yougoslavie, en République centrafricaine également, en Côte d'Ivoire. Vous participez également aux travaux sur le livre blanc et la loi de programmation militaire. Vous tenez ensuite un autre poste à très haute responsabilité comme adjoint au chef de l'état-major particulier du président de la République. C'est à partir de l'été 2012. Et puis vous traitez d'opérations militaires, de la programmation militaire et du budget de la défense. Comme une suite logique, vous êtes nommé général de brigade en 2017 et ensuite vous prenez le commandement de la 9e brigade d'infanterie de marine et vous y commandez environ 10 000 hommes et femmes d'actifs et de réserve. Enfin, 22 juillet 2021, vous êtes élevé au rang et appellation de général d'armée et nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Vous êtes marié, père de 3 enfants, on le voit, vous êtes particulièrement jeune et vous avez un parcours très riche avec beaucoup de responsabilités et une forte expérience opérationnelle. Est-ce que c'est pour vous une évidence de faire le choix des armes? D'où est venue l'idée d'ailleurs de devenir militaire et plus particulièrement officier? On a envie de savoir, on a envie de comprendre le cheminement. Alors moi je suis né dans une famille militaire, mon père était militaire, donc je pense que c'est comme beaucoup de jeunes, quand on voit ses parents épanouis dans leur métier, on a toujours envie de commencer par faire ça. Et puis évidemment après il faut temporiser, il faut regarder les choses, il faut consolider tout ça. Moi à partir de cette expérience initiale, j'ai réfléchi au sens de l'engagement que représentait le métier de militaire. C'est ça qui m'a attiré. Et donc plus tard j'ai eu la chance de plutôt marcher dans les études, de pouvoir faire Saint-Cyr et puis donc de devenir officier. Et aujourd'hui j'en suis heureux d'avoir fait ce choix. Et le choix des troupes de marine comme jeune lieutenant, qu'est-ce que cette arme vous semble pouvoir apporter de plus justement? Je pense que les troupes de marine, vous l'avez dit, 400 ans d'histoire. Oui. C'est une arme qui est très glorieuse. Ce qui m'a attiré aussi, je vais continuer à raconter ma vie, mais mon père était dans les troupes de marine. J'ai habité avec lui au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, au Zaïre. Et donc cette ouverture vers l'extérieur des troupes de marine, ça m'a toujours attiré. Puis il y a un esprit dans les troupes de marine de solidarité, de proximité, de style très direct, de rapport avec les soldats au sein de la hiérarchie qui a fait que j'ai choisi cette arme à Saint-Cyr. Et puis là aussi, 30 ans après, je regrette absolument pas. Alors votre parcours opérationnel vous a justement mené au Tchad, mais aussi en Somalie, en Centrafrique, on le disait tout à l'heure, à Sarajevo, en République de Côte d'Ivoire. Quels sont les points communs et les différences que vous retenez de ces expériences opérationnelles? Les expériences opérationnelles pour les militaires, c'est toujours extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est le moment où on se prépare. Tout ce qu'on fait est orienté vers cette expérience opérationnelle et donc vivre avec ces hommes dans ces conditions de proximité, en mission en commun, pendant plusieurs mois, c'est toujours extrêmement fort comme expérience personnelle. Ensuite, ce qui frappe, c'est que quand on est dans ces pays qui sont soit dans des situations difficiles, soit en guerre, c'est de voir combien on a de la chance de vivre en France. Sortir de France, aller dans ces pays, c'est se dire qu'on a la chance d'être dans un pays qui est somme toute dans l'opulence, même si toutes les situations individuelles ne sont pas faciles en France, de vivre dans un pays en sécurité. Il n'y a pas de problème de coupeur de route. Vous pouvez prendre votre voiture. Vous n'aurez pas un arbre en travers de la chaussée ou des coupeurs de route. Et c'est donc ce qui marque quand on va en opération. Quand on s'intéresse à votre parcours, on a quand même envie de se demander si vous avez des occupations en dehors. Est-ce qu'il y a même du temps libre? Alors, dans les responsabilités qui sont les miennes actuellement, qui sont des responsabilités extrêmement prenantes, parce que extrêmement intéressantes, évidemment, il y a quand même peu de temps libre. Maintenant, dans ce temps libre, moi j'essaye de continuer à faire du sport. Le sport, c'est important pour les militaires, pour se maintenir en forme. J'essaye de lire, de continuer à lire. Il y a un prix littéraire dans les armées qui s'appelle le prix Erwan Bergo. Ça, c'est important. On va bientôt délibérer sur ce prix. Alors je ne suis pas le seul juge, il y a un jury tout à fait autorisé, mais néanmoins j'essaie de lire aujourd'hui quelques-uns des livres qui font partie de la sélection. Je recommande d'ailleurs la lecture du prix Erwan Bergo de l'an dernier. C'était le docteur Zeller, un militaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Corps et âme, très beau livre, sur son expérience de médecin, de militaire, y compris dans les forces spéciales. Très intéressant pour quelques anecdotes, mais aussi pour des réflexions philosophiques.
magnifique. Voilà. Et puis je pense que ce qui est important, c'est la famille. Oui. Et moi, quand j'ai du temps, j'essaie de le consacrer à ma famille. La famille, de la lecture, du sport, parmi vos occupations en dehors de vos grosses responsabilités. On va parler de plusieurs thèmes pendant cette interview, des thèmes qui préoccupent nos auditeurs de Skyrock PLM. Mais avant tout, est-ce qu'on peut faire une petite présentation de ce qu'est l'armée de terre aujourd'hui en 2022 ? Qu'est-ce que l'armée de terre en 2022 ? L'armée de terre en 2022, c'est d'abord les hommes et les femmes de l'armée de terre. 140 000 soldats de l'armée de terre, organisés dans une centaine de régiments, puis d'autres unités, états-majors, etc., à peu près dans 80 départements, c'est-à-dire sur toute la France. Et ces 140 000 hommes et femmes de l'armée de terre, c'est un concentré de France. Ils viennent de partout en France, métropolitaine, outre-mer. C'est d'abord ça, l'armée de terre. C'est la mission de ces hommes et de ces femmes qui sont recrutés, qui s'entraînent, qui sont équipés, qui forment des unités combattantes, c'est d'être prêts à faire la guerre. Alors, évidemment, toutes les unités ne font pas d'abord la guerre, mais le fait de faire les déploiements opérationnels dont on a parlé tout à l'heure, le fait de remplir les missions qui sont confiées, d'être prêt en tout cas à aller jusqu'aux engagements les plus durs, c'est ça l'armée de terre d'aujourd'hui, une armée de terre qui a bon moral, une armée de terre qui est heureuse de ce qu'elle fait, une armée de terre qui est aujourd'hui dans un programme d'équipement de modernisation important et qui a des objectifs d'entraînement qui sont élevés parce que l'environnement international est compliqué. On le voit malheureusement avec les événements en Ukraine. On va en parler tout à l'heure de l'Ukraine. En général, vous avez cité le chiffre de 140 000 hommes et femmes. Combien sont en mission opérationnelle parmi ces 140 000 personnes ? Donc sur les 140 000 soldats, hommes et femmes de l'armée de terre, 30 000 à peu près sont en mission. Donc, d'accord. Sur ces 30 000, 15 000 sont effectivement déployés. Et 15 000 sont en alerte. Ceux qui sont déployés sont dans ce qu'on appelle les opérations extérieures, les OPEX. Pour à peu près 5 000 d'entre eux, les autres sont dans les missions des forces prépositionnées, forces de souveraineté dans nos territoires d'outre-mer. Il y a ceux qui sont notamment sur le territoire métropolitain pour Sentinelle ou qui assurent différentes alertes tous les jours. On l'avait relayé d'ailleurs en 2020, on avait bien relayé sur Skyrock PLM après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes ou lors des pics de la pandémie de Covid-19 notamment. Évidemment, c'était dans la lutte contre les incendies. Alors premier thème, la jeunesse. C'est le premier thème qu'on vous propose. Ça tient à cœur à nos auditeurs. Nous savons que vous lui accordez une grande importance, mais pour quelle raison ? L'armée de terre, et les armées d'une manière générale, c'est la jeunesse. Oui. Depuis que l'homme est homme, malheureusement, qu'il se bat, ce sont les jeunes qui défendent la collectivité. Aujourd'hui, c'est donc les jeunes qui défendent la nation, notre pays et ses intérêts. Notre armée de terre, c'est une armée jeune. En moyenne, dans les régiments, l'âge moyen est de 28 ans. La moyenne des jeunes qui nous rejoignent est de 20 ans. Tout naturellement, cette propension, cet intérêt pour la jeunesse, c'est dans le cœur même, dans l'ADN de notre armée de terre. Et c'est pourquoi le fait de travailler, d'être au quotidien avec les jeunes, le fait premier, c'est la réalité de l'armée de terre. Et donc parler aux jeunes, avant même qu'ils rejoignent les armées, c'est important aussi pour leur donner envie de nous rejoindre, de faire ce beau métier qu'est le métier militaire. Alors justement, cette jeunesse qui pousse la porte par le biais d'un centre d'information et de recrutement, les fameux CIRFA, que l'on trouve un peu partout en France, vous le proposez quoi ? La jeunesse, quel que soit tout jeune, quel que soit son projet, peut venir dans l'armée de terre, même sans diplôme. Qu'est-ce que nous lui proposons ? Nous lui proposons un cadre. C'est le cadre des armées. Alors c'est un cadre qui peut paraître rigide quand on ne le connaît pas, notamment à cause de l'uniforme, etc., la hiérarchie, la discipline. C'est un cadre qui est certes formel, et c'est normal, il y en a besoin pour aller en opération, pour aller au combat, et ça fait partie de l'identité de l'armée de terre. Mais en fait ce cadre, quand on le vit au quotidien, il n'est pas si rigide que ça. Et il est aussi rassurant, parce qu'il balise un parcours, et ce parcours, c'est la deuxième chose qu'on propose aux jeunes qui nous rejoignent, c'est l'escalier social. Dans notre armée de terre, la base, on emploie souvent l'expression « tout soldat a son bâton de maréchal dans sa besace ». Je ne vous citerai pas beaucoup de généraux qui sont issus du rang, mais il y en a. Mais en tout cas, tout jeune qui nous rejoint, quel que soit son recrutement, militaire du rang, sous-officier, officier, est appelé à progresser dans l'escalier social de l'armée de terre. Ce qu'on peut lui apporter, ce que lui apporte l'armée, c'est aussi une communauté, parce que l'esprit, l'identité, c'est d'abord celle de sa section, c'est-à-dire une trentaine d'hommes, c'est celle de sa compagnie, 150, de son régiment, 1 millier d'hommes, avec des symboles très forts, du drapeau, de la devise du régiment, du chant du régiment, qui peuvent paraître superficiels, mais qui en fait sont des bases de l'identité collective, de la cohésion, qui donnent du sens à cet engagement. Et puis je pense on est objectivement aujourd'hui une armée de terre qui est une armée qui se modernise,
Et donc des jeunes qui viennent chez nous, un peu quel que soit leur background, quel que soit leur projet, peuvent trouver des moyens de s'épanouir, qui dans les domaines les plus engageants, exigeants physiquement, qui dans des domaines plus techniques, et tout ça dans un sens global, collectif de défense de la nation, qui est un beau sens, qui donne du sens à un engagement pour la vie, pour certains qui feront toute leur carrière, pour un temps plus court, pour ceux qui viennent pour des contrats. Alors en général, vous avez employé le terme d'escalier social. Et c'est intéressant de savoir quels sont les effets, voilà, si vous avez un exemple d'un effet direct de cet escalier social dont vous parlez. Alors l'escalier social, au-delà du côté bâton de maréchal dans un peu, ça, ce que je mentionnais tout à l'heure, qui fait que tout jeune qui s'engage, même militaire du rang, deuxième classe, a vocation à devenir caporal-chef, c'est marqué principalement par le fait que 50% des sous-officiers dans l'armée de terre sont issus du rang. Et 50% de nos officiers sont issus des sous-officiers. Et donc presque une dizaine de pourcents de nos officiers ont été militaires du rang au début de leur carrière. Quand je revois, moi, ma première unité, ma section, quand j'étais au 3e RIMA à Vannes, juste après la chute du mur de Berlin en 92, mon adjoint, qui était un sous-officier, sergent-chef, est devenu commandant, en devenant officier plus tard. Mon radio, que j'ai accueilli comme tout jeune soldat, 18 ans, 19 ans je pense, est maintenant adjudant-chef. Il est en train de finir sa carrière militaire, il est adjudant-chef, je l'ai eu sous mes ordres encore il y a 2 ans, où il était responsable d'une compagnie de formation de jeunes militaires du rang. C'est un peu ça l'escalier social. Donc j'ai parlé de la progression en grade, mais il y a aussi la progression de famille. Ce jeune dont je parlais à l'instant, qui était jeune célibataire, évidemment sans attache, c'est maintenant un père de famille qui a lui-même des enfants et une fille qui est engagée dans les armées. C'est aussi ça la progression. D'accord, ouais. Effectivement, ce sont des exemples précis. Qu'est-ce qui incite justement un jeune aujourd'hui à s'engager à l'armée de terre en 2022 ? Il me semble que la première raison qui pousse un jeune à s'engager, c'est la recherche de sens. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes sur le moral de l'armée de terre, ce moral est bon. Le moral est bon. On fait des enquêtes très, très régulières et avec des méthodes assez poussées. Aujourd'hui, 80% des militaires de l'armée de terre nous disent « j'ai un très bon ou assez bon moral ». D'accord. Et quand on leur demande pourquoi, la première raison, c'est le sens. C'est « je suis dans une armée d'emploi, je suis dans une armée qui sert à quelque chose ». Dans un pays qui a la volonté d'employer son armée et de défendre des valeurs, de défendre ses intérêts, mais aussi de défendre un certain nombre de valeurs. Deuxième raison qui pousse un jeune à s'engager, et deuxième raison qui soutient le moral, les rapports humains. C'est le sens du collectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est la qualité des rapports entre les hommes et les femmes, entre les soldats, même au sein de la hiérarchie. Et troisième raison qui est mise en avant, c'est celle de la modernisation, l'équipement qui arrive. On s'est un peu moqué de l'armée de terre en parlant des tenues de sport, en disant voilà, l'armée de terre a une nouvelle tenue de sport, etc. Ça fait grand bruit. Oui, c'est important. C'est important la tenue, c'est important les pistolets que nous sommes en train de recevoir, les fusils, les jumelles de vision nocturne, les gilets pare-balles, les véhicules, etc. Et ça, c'est quand même très favorable. Et là aussi, c'est une des raisons qui peut pousser des jeunes à nous rejoindre aujourd'hui. Et on en fait le relais justement de ce dont vous évoquez à l'instant chaque jour sur Skyrock PLM. Alors on le voit depuis longtemps et l'Ukraine le confirme, on va d'ailleurs en parler après de l'Ukraine. Les civils sont impliqués dans les conflits. Comment un civil peut-il ou doit-il acquérir l'esprit de défense ? Alors je ne dirais pas qu'un civil doit accueillir l'esprit de défense. Je pense que c'est le rôle de l'État et notamment des armées, mais de nombreuses institutions. Et je pense que Skyrock PLM le fait aussi à sa manière. Et c'est vraiment très important. Et c'est important que la collectivité se dise qu'elle a besoin de défendre un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'il faut prendre conscience aussi de la chance qui est la nôtre. Je l'évoquais tout à l'heure, quand on va à l'extérieur et quand on va dans des pays qui sont en crise ou en guerre, on se rend compte de la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix, et encore une fois, qui, en dépit des situations individuelles, est plutôt un pays riche, dans lequel, au-delà de la sécurité, nous avons un certain nombre de ressources. Et bien ça se défend. Et là aussi, c'est en allant à l'extérieur qu'on s'en rend compte. Et donc, le fait d'avoir la notion de cette richesse, la notion d'avoir à la défendre, pas forcément de manière égoïste, mais aussi au sens du fait que d'autres ont droit à cette sécurité aussi et qu'il faut leur apporter, c'est important à avoir à l'esprit, y compris pour les jeunes. Et donc il est important que les armées,
à leur mesure, à leur manière, et l'armée de terre participe à la promotion de cet esprit de défense. C'est le cas par rapport à un certain nombre de dispositifs que nous avons qui permettent de toucher des jeunes dès 16 ans à travers les classes de défense, les cadets, à travers les préparations militaires, à travers les journées de défense et citoyenneté, peut-être bientôt à travers le service national universel, et puis plus tard à travers les propositions d'engagement dans l'active, mais aussi d'engagement dans la réserve. Chaque année, nous engageons 4000 jeunes dans les réserves. Il y a 25 000 réservistes dans l'armée de terre. C'est une façon de vivre l'esprit de défense sans être un militaire à temps plein. Sûrement général. On vient de parler de la jeunesse, j'aimerais qu'on parle du conflit en Ukraine, évidemment. Quelles sont les principales leçons que vous tirez de ce conflit avec la Russie pour l'armée de terre ? Je pense que la toute première leçon, malheureusement, elle est que la guerre est revenue en Europe. La guerre est revenue sur notre continent. Nous pensions probablement en être éloignés, protégés. Or, c'est une réalité qui revient. Et donc, ça rend encore plus fort cette notion de besoin d'esprit de défense collective que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça souligne aussi, et quand on regarde les combats, mais tout en étant prudent sur la façon dont on regarde aujourd'hui la guerre, dans le sens où nous la voyons à travers le prisme des présentations médiatiques. Oui. Nous, évidemment, nous avons peut-être accès à davantage d'informations, mais il faut être prudent, parce la guerre se déroule en ce moment. Mais les forces morales des unités sont primordiales. Nous voyons combien la cohésion des unités en Ukraine, le fait qu'elles défendent leur pays, le fait qu'elles soient soutenues par la population, qu'elles soutiennent la population, c'est important concrètement pour l'efficacité des unités. Et donc, cette notion de force morale à cultiver pour les unités de notre armée de terre, cette capacité à prendre l'initiative, c'est-à-dire avoir un commandement qui laisse l'initiative à ceux qui sont capables de la prendre pour prendre les bonnes décisions, on voit aussi combien c'est important. Et donc ça, c'est vraiment les premiers retours, les premières conclusions que je tire de cette guerre. Après, il y aurait de nombreuses autres conclusions sur la question de la transparence du champ de bataille connue à travers les moyens militaires étatiques, mais aussi à travers Internet. Ouais. Une grand-mère voit un char sauter dans sa rue, elle prend une photo, elle le met sur Internet, ou si elle ne le met pas sur Internet, c'est son petit-fils qui le fait. 10 minutes après, on sait qu'un char a sauté dans telle rue. Cette transparence, ça change complètement la façon d'appréhender les choses, mais en contrepartie, la létalité, c'est-à-dire la dangerosité des feux et des armes, et même à très longue portée, à travers les drones, etc. Ce sont des enseignements qu'il faut que nous regardions attentivement de cette guerre en Ukraine. Justement, on a l'impression que l'emploi des drones et même la communication de propagande a une place très importante dans ce conflit. On en est où de ce point de vue dans l'armée de terre ? Alors j'entends deux choses dans votre question, la question sur les drones et la question sur ce que vous appelez la propagande. La communication de propagande. La communication opérationnelle, l'influence. Sur les drones, c'est clair que ces drones, mais nous avions déjà vu ce phénomène dans le conflit du Haut-Karabakh, sont un des éléments clés du champ de bataille aujourd'hui, et vont le devenir encore plus. C'est un tournant que nous sommes en train de prendre dans l'armée de terre. À la fin de l'année prochaine, en 2023, il y aura 3000 drones dans l'armée de terre, du plus petit drone Black Hornet qui tient dans la main jusqu'au drone patrouilleur que nous sommes en train de recevoir, qui est un petit avion de tourisme en fait qui a été transformé en drone. Et ces drones, avec leur capacité d'observation, c'est un élément vraiment extrêmement important et dimensionnant du champ de bataille, d'autant plus que de plus en plus de drones sont armés. Et nous aussi, nous allons probablement... il faut que nous armions nos drones parce que ces capacités sont importantes. Mais il est donc important de pouvoir se défendre également contre ces menaces aériennes, et c'est un effort que nous ferons pour la suite. Mais vous avez parlé de propagande. Oui. Propagande, le mot est connoté. Il a un côté critique. Il n'empêche que le côté d'influence, le côté de convaincre l'adversaire, voire de casser le moral de l'adversaire, dans le domaine militaire s'entend, c'est objectivement, dorénavant, un des éléments du combat moderne. Ah oui, ça rentre en jeu. Et nous avons vu combien les forces russes ont tenté de casser le moral des forces ukrainiennes, combien les forces ukrainiennes ont été extrêmement performantes et continuent à l'être dans l'interprétation des images, dans la création d'images. On a vu des flash dances, des flash mobs réalisés par les unités ukrainiennes pour relayer immédiatement par les réseaux sociaux, dirigés par le sommet de l'armée, par le président Zelensky, la façon dont il lui-même communique avec ses t-shirts, son image extrêmement élaborée, toutes ces dimensions pour vaincre, dominer la volonté de l'adversaire sont extrêmement importants. Maintenant, est-ce que ça donne le droit à ces armées de tenter d'influer le débat
politique. Concrètement, non. En tout cas, nous, armée occidentale démocratique, nous y refusons. Ouais. Mais c'est manifestement une limite qui est assez ténue, qui est assez fine, et que d'autres armées auxquelles nous sommes opposés, ou nous serions opposés, n'hésitent pas à franchir. Et donc c'est une vraie question sur laquelle il faut réfléchir. Sur Skyrock PLM, on parle très souvent, très régulièrement de la modernisation de nos forces en cours, avec l'arrivée du Griffon, du Serval également, après celle du VBCI. Cet apport technologique va certainement dans le bon sens face aux menaces. Est-ce qu'on a aujourd'hui une supériorité opérationnelle? Quelles sont les préoccupations qui demeurent, les effectifs, les munitions? Alors la supériorité opérationnelle, c'est-à-dire le fait d'être capable d'avoir des effets, voire de vaincre, de dominer un adversaire, c'est une alchimie extrêmement complexe. Un seul facteur ne suffit pas. Ouais, c'est une combinaison de facteurs. Donc évidemment qu'il y a une combinaison de masse suffisante. On le voit en Ukraine. En Ukraine, il y a 1500 km de front. Toutes les forces engagées, même des centaines de milliers d'hommes de chaque côté, ne sont pas capables de tenir le front continu. Ce n'est pas le front de la guerre 14-18 avec hommes épaule contre épaule. C'est une ligne de combat dans laquelle, donc finalement, tous les espaces qui peuvent exister dans cette ligne peuvent être exploités. Donc la notion de masse, elle a de l'importance. Mais la masse, sans un minimum de capacité technique et technologique, n'a pas de sens non plus. Et dans le monde moderne, on voit bien combien des capacités technologiques, finalement, qui paraissaient hors de portée il y a quelques années, sont aujourd'hui très communes et possédées, y compris par des groupes paramilitaires qui ne sont pas des États. Les drones dont on parlait tout à l'heure. Un certain nombre de drones suicides, des questions de cyber, d'Internet. Et donc c'est cet équilibre qui compte. Aujourd'hui, l'armée de terre française, elle est sur un équilibre de 140 000 hommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, dont le cœur combattant, c'est 77 000 hommes, c'est ce qu'on appelle la force opérationnelle terrestre, qui est équipée de matériels qui sont de haute technologie. Pas de très haute technologie, mais de haute technologie. Un peu à l'image de ce qu'est la technique dans notre pays. Nous sommes un pays qui construit voitures, des équipements de haute facture, de haute technologie. Nous avons une armée qui est équipée avec des moyens en conséquence. Eh bien, nous essayons de tout faire pour que ces capacités, ces moyens technologiques soient correctement utilisés pour vaincre, y compris s'ils venaient à être contrebattus par la cyber, par le manque d'électricité, par les moyens rustiques, par la pluie. Parce que au bout du bout, tout se passe quand même sur le terrain, et c'est celui qui tiendra le plus longtemps qui gagnera. Alors toujours dans le cadre de l'adaptation aux conflits plus durs, ce que vous appelez la haute intensité, l'évolution de nos armées, et plus particulièrement de l'armée de terre, est-ce qu'elle passe en plus des équipements par de la formation spécifique, pour qu'on comprenne bien? Oui, je pense que ce qu'on appelle la haute intensité, c'est-à-dire en fait le combat avec tous les moyens les plus modernes, de deux unités très, très nombreuses, disons des divisions. C'est donc en fait ce qu'on appelle le fait de se battre face à un ennemi, un compétiteur du même niveau. Certes, ça appelle des nouvelles technologies et de nouveaux moyens de combattre, mais à la fin, ça passe quand même par la question des hommes, des forces morales dont je parlais tout à l'heure, de leur capacité à prendre l'initiative, à dominer, y compris moralement, l'adversaire. Et ça passe par une question de durcissement. Et ce durcissement, c'est à la base de ce que nous voulons faire dans l'armée de terre, de durcir les hommes, au sens de leur capacité physique, mentale, mais aussi de durcir les entraînements. Et ça passe par des entraînements de plus en plus évolués, de plus en plus qui demandent de plus en plus de ressources à ceux qui participent à ces équipements, à ces entraînements. Et l'an prochain, par exemple, nous allons réaliser un très grand exercice qui s'appelle Orion, qui va être le premier grand exercice déployant sur le terrain plus de 10 000 soldats. C'est la première fois que nous le refaisons depuis de nombreuses années. Et c'est ça aussi le durcissement de l'entraînement, d'apprendre à redécouvrir la façon dont on manœuvre et dont on combat avec des grandes masses. On en reparlera évidemment ici sur Skyrock PLM. On a parlé d'éducation, on a parlé du conflit en Ukraine. Avant d'aborder avec vous un dernier thème, mon général, j'aimerais un mot, qu'on parle du changement de posture au Sahel. L'armée de terre reste engagée dans la lutte contre le terrorisme dans cette région du monde avec de nouvelles missions. Le retour d'une partie également des effectifs et du matériel vous offre quelles opportunités en plus de renforcer l'OTAN aux frontières de l'Ukraine ou dans les pays baltes? Merci pour cette question parce qu'elle me permet déjà de rebondir sur la façon dont nos forces ont évacué le Mali. Le président de la République a demandé que nous nous retirions du Mali et 6 mois après, finalement, nous étions
retirés du Mali. Ça a été une manœuvre logistique extrêmement lourde, on imagine, avec plus d'une trentaine de convois escortés, etc. Et il ne faudrait pas imaginer de loin que ça a été facile, notamment sur le plan tactique, avec des opérations qui ont continué jusqu'au dernier jour pour éviter que des groupes armés ne viennent s'attaquer aux convois. Néanmoins, cet épisode est maintenant fini, oui. Et nous sommes en train de nous réorganiser au Sahel, en dehors du Mali, avec une volonté de faire évoluer nos dispositifs de façon à être davantage en appui des forces africaines dans chacun des États, dans une relation bilatérale avec chacun des États, en particulier au Niger, mais aussi au Burkina Faso, au Tchad, plus sur la frange du golfe de Guinée, plus au sud. Cette réorganisation, elle est en cours. Les derniers véhicules et les derniers conteneurs qui ont été retirés de notre base de Gao au Mali sont actuellement en transit en direction des ports d'Abidjan, de Cotonou, pour ensuite revenir en France. Et le dernier des véhicules qui a été retiré de Gao embarquera sur un bateau pour revenir vers la France à la fin de l'année 2023. D'accord. Et ensuite, il faudra que ces véhicules soient remis en condition pour être redonné dans les forces. Et finalement, le tout dernier des véhicules qui aura quitté Gao ne reviendra dans les forces qu'à la fin de l'année 2025. Donc aujourd'hui, oui, nous avons davantage de ressources puisque nous avons quitté le Mali, mais ces ressources restent pour l'instant en transit. Ce n'est que progressivement qu'elles reviendront dans les forces pour l'entraînement en France. Est-ce qu'en plus d'assurer une certaine dissuasion, et nos forces engagées dans le cadre de l'OTAN acquièrent également plus d'expérience ? En contrepartie de l'attaque russe en Ukraine, nous avons déployé des forces à l'est de l'Europe, notamment en Roumanie, et ces forces qui contribuent à la solidarité avec nos alliés européens, qui contribuent à la dissuasion générale de l'Alliance Atlantique face à l'Est, c'est aussi pour nos forces une bonne opportunité pour s'entraîner. En Roumanie, nos forces, notre bataillon est déployé sur un camp de manœuvre roumain qui ressemble tout à fait au camp de manœuvre que nous avons en France et en particulier dans l'Est de la France. Et donc c'est évidemment l'occasion pour ces forces de s'entraîner avec des alliés, les Roumains, mais aussi avec les Belges et les Néerlandais qui sont au sein de notre bataillon, et de se préparer aux combats les plus durs, et ça rejoint la question que vous posiez sur le durcissement de notre entraînement. Alors mon général, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et pas des moindres, on approche des commémorations du 11 novembre, jour plutôt connu pour être la date de l'anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour l'armée de terre d'ailleurs, c'est cette commémoration, ces commémorations? Alors le 11 novembre, vous l'avez dit, c'est à la fois l'armistice, 1918, mais depuis plusieurs années, il a été décidé que c'était le jour au cours duquel on rendait hommage à tous les morts de toutes les guerres. Et donc, ce 11 novembre, peut-être plus encore que le 8 mai, a une signification profonde au sein de nos unités et de l'armée de terre. D'abord parce que c'est le moment de penser en particulier aux morts de l'armée de terre, à tous les morts, aux morts modernes, c'est-à-dire aux morts que les soldats de nos régiments ont connus, parce qu'ils sont décédés au cours des 15-20 dernières années, et puis tout particulièrement aux morts de l'année. Et donc cette année, au cours du 11 novembre, les familles, comme tous les ans, la famille des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'année passée, sont invitées. La famille est invitée à l'Arc de Triomphe et sera reçue tout particulièrement. Donc voilà, c'est le moment pour se souvenir. Mais se souvenir, c'est aussi se projeter vers l'avenir. On se souvient pour rendre hommage, mais on se dit que oui, tiens, serions-nous en capacité de faire la même chose. Nous sommes engagés, nous sommes dans les armées, c'est pour défendre les intérêts de la France, c'est pour le faire y compris au prix de notre vie, si c'était nécessaire. Serais-je capable de le faire? Je pense que quand on est dans une cérémonie comme celle du 11 novembre, qu'on est militaire et qu'on est sur les rangs, c'est évidemment quelque chose auquel on pense, et c'est important qu'on puisse penser à tout ça. Est-ce que ce don de soi, vous le sentez toujours accepté auprès des nouvelles générations? Alors ma réponse, elle est clairement oui. Oui, aujourd'hui, nos soldats qui sont au Sahel en opération, quand ils montent dans leur véhicule blindé, ils savent qu'une mine peut sauter sous leur véhicule. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, sur le fait que tous les soldats qui sont en opération savent, ils risquent leur vie et qu'ils l'acceptent. Alors, ils l'acceptent
dans les grands moments, quand il y a des combats et qui doivent être engagés en combat. Et nous avons des soldats qui sont engagés dans des combats. Ils l'acceptent de manière plus diffuse parce que leur camp peut être bombardé, etc. Mais oui, ils le savent. Est-ce qu'un jeune qui nous rejoint le sait aussi clairement ? Peut-être pas de manière aussi physique, mais il le sait et il l'accepte. Et je pense que c'est très important de prendre en compte cet élément quand on s'engage. Est-ce que c'est un repoussoir ? Moi, je constate que non. Je constate qu'aujourd'hui, nous recrutons chaque année 15 000 jeunes. Il y a 15 000 jeunes Français qui chaque année nous rejoignent, qui savent qu'ils vont faire un métier qui est d'abord un métier d'engagement au titre de leur pays, de service, avec un certain nombre de métiers premiers, infanterie, mécanicien ou autre, que sais-je, dans les armées, mais que ce métier, sa finalité, c'est le combat. Moi, je suis intimement persuadé que chacun l'accepte. En tout cas, c'est ce que je constate. C'est un beau témoignage. Depuis le début de cet entretien que vous nous donnez la chance de réaliser aujourd'hui sur Skyrock PLM, je vous sens extrêmement fier de l'armée de terre, mon général. Oui, moi, je suis extrêmement fier de l'armée de terre. Je pense que nous avons une très belle armée de terre. Et je le dis à partir de ce que je vois. Je le dis à partir des soldats, des hommes et des femmes que je rencontre. Je le dis à partir de ce qu'ils réalisent. Objectivement, nos armées, notre armée de terre, en opération, remplit les missions qui lui sont confiées. Et je le dis à partir de ce que j'entends de mes homologues européens ou d'autres pays qui sont admiratifs de ce qu'est l'armée de terre française. Alors c'est pas quelque chose qui est gagné pour l'éternité, c'est quelque chose qui est à construire. Mais moi, je suis confiant sur le fait que les jeunes qui nous rejoignent, qui seront les cadres de l'armée de terre de demain, puisque c'est quand même eux qui auront à bâtir l'armée de terre de demain, seront à la hauteur et sont à la hauteur. C'est ma dernière question, mon général. Justement, est-ce que vous avez un message à adresser à cette jeunesse française qui nous écoute et qui nous regarde également aujourd'hui ? Oui, je dis à cette jeunesse qu'elle peut être fière de son armée de terre, et je lui dis qu'elle peut tout à fait nous rejoindre. Le métier de militaire est un beau métier. C'est un métier qu'on peut remplir à temps complet en s'engageant. C'est un métier qu'on peut remplir à temps partiel en étant en réserve. C'est aussi un métier ou une fonction qu'on peut soutenir, quelle que soit sa position, en faisant preuve d'esprit de défense ou simplement en soutenant ces soldats qui se battent, en tout cas qui défendent notre pays et ses intérêts. Mon général, c'est un honneur de vous recevoir sur Skyrock pour les militaires. On a abordé avec autant de liberté tous ces thèmes très importants. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes ici chez vous. Merci bientôt. Merci à très bientôt, Émeric, j'espère. Et merci aux auditeurs. Merci mon général.